Moi, je voulais faire une remarque anecdotique, dans le sens où nous, cette semaine, nous vivons un événement intéressant, même plus qu'intéressant, à savoir un échange entre le Canada et la France, puisque notre président est parti aux États-Unis ou au Canada, et en échange, et nous sommes d'accord à mon avis sur le sujet, je pense que beaucoup de personnes ne me contrediront pas, nous avons la chance d'avoir Marc Saint-Germain à la place. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Avant de passer le micro à notre intervenant, je vous rappelle l'adresse du blog OVNI Paris. C'est ovniparis, en un seul mot, .blogspot.fr. Si vous voulez que je vous donne l'adresse du blog par écrit, levez la main et je viendrai vous le donner. Bon, et juste encore une toute petite chose pour faire une extension à ce que vient de dire Nico. Il existe maintenant, à l'heure actuelle, et ça c'est monsieur Patrick Galacteros qui s'en occupe, ici par exemple, c'est monsieur qui lève la main là, nous avons maintenant dorénavant un site internet qui n'est pas encore complet, qui est encore en construction sous divers modèles, mais qui commence déjà à prendre un petit effet d'intérêt. Et ce site s'appelle OVNI Paris, attaché en minuscule, .fr. Tout simple, et après vous tombez sur les onglets nécessaires qui sont susceptibles de vous intéresser. Voilà, mais maintenant nous avons un site internet OVNI Paris. Ça c'était très important, parce que depuis la fin de la cohabitation avec les rencontres ufologiques, il est vrai que les informations pouvaient se perdre sur ce qui se passait dans les soirées ici, que nous avions une visibilité, on veut dire, à part les pages Facebook, presque quasiment inexistante. Donc grâce à ce site, nous allons pouvoir reprendre, on va dire, pour parler plus vulgairement, du poil de la bête. Voilà, je vous remercie, et donc maintenant, Marc Saint-Germain. Ça fonctionne. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous remercie de votre présence. Je remercie M. l'auteur Antoine Deslieux pour m'avoir invité ici. Donc, c'est la première d'une tournée qui va me permettre de faire le tour de votre beau pays. Ici, bon, on voit quand même, je suis arrivé hier matin en avion. Il était 8 h du matin. À 11 h, je devais être à la radio à Bob. Donc, bien évidemment, je suis arrivé en retard. Puis, mais l'émission n'était pas en direct. Ça s'est bien produit, ça s'est bien passé. Donc, vous pouvez avoir accès à cette petite entrevue d'1 heure sur le site de Bob, j'imagine. Donc, comme on a dit ici, c'est serré. Dans le temps, puis j'aime bien mon setup ici parce que je vais pouvoir sauter par-dessus des images qu'on n'aura pas besoin de voir. Je vais me présenter, Marc Saint-Germain, natif de Montréal, au Québec, au Canada. Ici, on dit au Canada, non au Québec. Donc, comme beaucoup de gens ici, je me suis intéressé à l'ufologie dès mon tout jeune âge, mais ce qui a fait que je me suis investi dans l'ufologie pour justement finir par écrire un livre, c'est le fait d'avoir déménagé dans le nord de Montréal, dans les Laurentides, qui est une région assez boisée, assez particulière. Puis les gens de l'opération Suricat seraient bien contents parce qu'on a une très bonne visibilité du ciel à cet endroit-là, ce qui fait que beaucoup de gens font des observations, mais pas que là, mais quand même. Donc, des gens de mon entourage souvent m'approchaient, me racontaient leurs observations. C'était pas une lumière au loin, c'était un disque de 100 mètres de diamètre qui passait exactement au-dessus de leur maison sans faire de bruit. Ces gens-là ne vont pas raconter ça à n'importe qui parce que, premièrement, on va dire t'es complètement zinzin. C'est un peu pour ça que beaucoup de ces personnes-là venaient me voir parce que, bon, j'étais déjà reconnu pour quelqu'un d'ouvert d'esprit, je m'intéressais à toutes sortes de choses.
Puis de fil en aiguille, plusieurs cas comme ça sont venus à mon attention. Puis bon, dans ma tête, ça allait de soi qu'on n'était pas seul, qu'on était visité. Puis ce qui était bizarre, c'est que malgré ça, il y avait toujours, on dirait, je sentais ou j'avais l'intuition qu'il y avait une structure qui voulait garder ces informations-là secrètes. Ce qui m'a amené à creuser un peu plus. Puis, comme beaucoup d'entre vous, on se pose certaines grandes questions. Sommes-nous seuls? Avons-nous été visités? Y a-t-il eu interaction? Le gouvernement est-il au courant? Existe-t-il une conspiration du silence? Et que s'est-il passé à Roswell en 1947? Bien évidemment, il y a plusieurs autres questions qu'on aimerait répondre, mais ceux-là, je crois que si on est capable d'arriver à avoir des réponses, le reste va tout s'expliquer. Puis, la démarche, justement, en faisant la recherche pour écrire ce livre-là, donc il y avait plusieurs questions déjà que j'avais la réponse, mais il fallait quand même trouver une façon logique et rationnelle d'arriver à répondre à ces questions-là. Ici, on voit Dr. Spock, qui a fait sa petite recherche mathématique. Donc, les origines de ce livre. En 2010, pour faire une petite histoire courte, moi j'étais dans le bâtiment, dans la construction. Je suis entrepreneur. En 2010, j'ai fermé la compagnie, puis j'ai décidé de faire un retour aux études et j'ai été étudier les sciences pures pour aller chercher un bagage supplémentaire. Parce que bon, quand on donne des conférences, quand on avance des choses, les gens veulent savoir de quoi tu parles, est-ce que tu es sain d'esprit, surtout dans ce sujet-là. Donc, je vais avoir quand même un bon bagage, puis pour confirmer certaines choses, certaines théories. Puis pendant cette petite incursion dans le monde universitaire, à un moment donné, on nous demandait de modéliser un réseau. Puis moi, j'ai profité de l'occasion pour faire un réseau du maintien du secret de la réalité OVNI. Durant ce travail-là, j'ai dû faire beaucoup de recherches parce que beaucoup d'informations se retrouvaient dans des documents. Donc, ça, ici, c'est la page couverture du travail que j'ai remis à mon professeur. Puis, mais la somme, la masse d'informations pour modéliser ce réseau-là a donné de la substance pour mon livre. Mais avant d'écrire ce livre-là, j'avais déjà des théories. Puis un peu comme vous ici, au Québec, on a les soupers mensuels de l'Association québécoise d'ufologie. Puis c'est ce que je disais à Annie tantôt, c'est la première fois que je viens dans un souper ufologique en dehors du Québec. Puis donc la première, c'est ici à Paris, parce que évidemment, on a atterri ici à Paris en premier. Et c'est un copier-coller ou presque de ce qu'on peut vivre un peu dans les soupers. Puis on sent déjà comme un peu chez nous. C'est bien pour ça. Mais en même temps, pendant que je travaillais sur ce livre-là, je développais plusieurs avenues, puis des gens qui viennent de ces soupers-là, bien sûr, il y a des gens, des fois, qui ont peu de connaissances, mais des gens qui ont beaucoup de connaissances du phénomène ovni. Donc, tu présentes ta théorie, puis les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec, ils ne vont pas se gêner pour te le dire, puis ils vont se dire, trouve-nous des bons arguments pour prouver ce que tu avances. Puis c'est un peu ça qui mettait toutes mes théories à l'épreuve, puis qui m'aidait à améliorer ou développer comme il faut ces théories-là. Donc, quelques sources d'informations, j'imagine que certains d'entre vous vont connaître. Je sais que Stephen Greer ici n'est pas vu comme quelqu'un de... il n'est pas vraiment accepté, mais c'est sûr que ce qu'il a donné avec son dernier film, c'est pas vraiment intéressant, puis il a pris une avenue différente que chacun s'attendait à prendre. Par contre, son livre, qui a été traduit en français, qui est Projet Révélation, il y a beaucoup d'informations intéressantes là-dedans, dans le sens où c'est des gens qui étaient impliqués à l'interne dans le secret de la réalité OVNI, puis qui ont décidé de parler. C'est un peu ça. C'est beaucoup de témoignages. C'est sûr que c'est quand même assez ardu à lire, parce que bon, c'est que des témoignages, mais
ont réussi à avoir une bonne idée de ce qui se passe vraiment, puis bien évidemment, le gouvernement semble cacher les choses qu'on trouve en même temps les motivations. Il y a aussi à l'Université d'Ottawa, j'ai parlé tantôt avec mon collègue à l'arrière, c'est lui qui m'a appelé le comte de Saint-Germain, dont je ne suis pas. Il y avait un fonds d'archives que, bon, c'est un ufologue canadien qui, après des années de recherche, avait amassé beaucoup d'informations, des documents, des livres, bon, il a pris sa retraite, puis il a remis ça au fonds d'archives spéciales de l'Université d'Ottawa parce qu'il ne voulait pas le mettre aux archives nationales parce qu'il disait ces documents-là vont disparaître. Puis Wilbur Smith, qui a travaillé sur le projet Magnet de 1950 à 1954, qui était le seul projet d'études canadien sur les ovnis, toutes ces archives, c'est Arthur Bray qui les avait. Parce qu'à son décès, il ne voulait pas les remettre au gouvernement canadien, aux archives nationales. Puis, à son décès, parce qu'il est décédé du cancer en 1962, un peu avant son décès, il dit à sa veuve, à sa femme, avant qu'il décède, tous ces documents-là, tu vas garder ça, puis à un moment donné, quelqu'un va venir, puis quelqu'un va vouloir dire la vérité à propos des ovnis et des recherches que j'ai fait là-dessus. À ce moment-là, tu lui donneras ces documents d'archives-là. Mais là, il y a des gens du gouvernement américain qui vont venir, du gouvernement canadien, du gouvernement russe. Tu ne vas pas leur donner rien. Tu vas dire que tu n'as rien. Puis c'est ce qui est arrivé. Après son décès, il y a des gens qui sont venus la visiter, ont demandé de voir ces documents, c'est sur quoi il travaillait. À chaque fois, il a dit non, jusqu'au jour où Arthur Bray, quelques années plus tard, est venu la raconter parce qu'il est en train d'écrire un livre sur le projet Magnet. Donc, il était voir sa veuve, puis il dit avez-vous des informations? Il dit non seulement j'ai des informations, puis il lui a donné plusieurs cartons. Il dit tenez, monsieur, maintenant c'est à vous, faites-en ce que vous voulez. Donc, lui, il a hérité de ça, il a écrit plusieurs livres en anglais, bien sûr. Puis, moi, j'ai passé une semaine au complet dans les archives d'Ottawa, au fond d'Arthur Bray. Puis, j'ai sorti les documents du projet Magnet. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le premier livre. Mais comme c'est un projet d'études canadien, 1950 à 1954, je me disais, la première partie, je vais la faire sur le projet américain ou ce qui s'est passé vraiment aux États-Unis, parce que c'est précédent, c'est avant un peu. Puis finalement, il y avait tellement de choses qui étaient importantes à savoir que ça a donné ça, c'est mon éditeur qui a dit arrête, écris-en seulement qu'un, puis tu feras la suite dans un autre livre, c'est ce que j'ai fait. Donc, cette première partie, c'est sur tout ce qui s'est passé vraiment, pas tout, mais une bonne partie de ce qui s'est passé aux États-Unis. On trouve plusieurs de ces documents sur le site de Robert Wood, qui a un doctorat en astrospatial, puis son fils, un bac en sciences. C'est tout en anglais, donc j'ai vu Jean-Gabriel Grély en entrevue. Ce qui était drôle, c'est qu'il y a quelqu'un qui posait la question « Qu'est-ce que vous conseillez aux gens au niveau de l'ufologie ?» Et il disait « Apprenez l'anglais. » Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis j'avais eu une petite entrevue écrite aussi, puis je n'avais pas dit exactement ça, mais je disais « Une des lacunes ici en France, c'est que oui, vous êtes une grosse population, puis vous n'avez pas besoin, comme nous au Québec, d'apprendre l'anglais, parce qu'au Québec, souvent, c'est au niveau du travail, si tu ne parles pas en anglais, tu vas avoir des problèmes à trouver un travail, parce que bon, Montréal, c'est beaucoup anglophone, puis le reste du Québec, c'est un peu bilingue, puis au Canada, bon, le reste du Canada, Ontario, tout ça, c'est essentiellement en anglais. Donc, tu as besoin de parler un peu en anglais si tu veux au moins avoir un travail qui a de l'allure, qui a du bon sens, comme on dit. Donc, puis, c'est lui qui a fait la préface de mon livre. J'ai envoyé une partie, puis lui comprenait le français parce que sa mère a donné des cours de français aux États-Unis. J'étais chanceux, puis il était surpris, agréablement surpris. De toute façon, vous lirez dans la préface ce qu'il en pense. Plusieurs documents aux informations sensibles. Puis, les informations sont tellement sensibles que, bon, à un moment donné, ce qu'on faisait, c'est qu'on assassinait les gens qui parlaient trop. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler à partir des années 70, la fin des années 70. C'est là que le chat a commencé à sortir du sac.
C'était même peut-être un peu plus que seulement le chat de sac. On peut dire que c'était la boîte de Pandore qui s'ouvrait parce que mais c'est les démons qui sortaient de là, c'était plus au niveau des gens qui cachaient ces secrets-là. Pour eux, ça les mettait mal à l'aise. Puis la meilleure façon qu'il y avait de détourner l'attention, c'était de dire que ces documents-là étaient des faux. Bon. Il y a eu plusieurs façons de le faire. La CIA dit « Oh, étudiez ça, il n'y a rien de bon là-dedans, c'est de la poubelle. » D'autres, comme le FBI aussi, sont venus à se pencher sur certains documents parce que les documents là-dedans, c'est le FBI, d'autres c'est la CIA, d'autres c'est une agence qu'on ne connaît même pas, le Majestic 12, le MJ12. Puis donc, comme ici, on voit, c'est classifié top secret MJ12. Puis dans les premiers temps que je faisais l'ufologie, j'avais entendu dire que tout ce qui était MJ12, Majestic 12, c'était de la désinformation. Donc, je ne me cassais pas la tête à lire ces documents-là jusqu'au jour où, par hasard, je tombe sur un de ces documents, puis je commence à lire sans avoir vu l'étendue de la classification. Puis je me dis, mon Dieu, c'est là, c'est ça qui est la vraie histoire. Puis quand je me suis aperçu de ça, j'ai compris. J'ai dit, la désinformation, c'est de dire que c'est de la désinformation. C'est un petit peu ça, la complexité. Puis dans le monde du renseignement ou de l'espionnage, une des façons de justement désinformer, c'est par la confusion. C'est confondre les gens ou semer le doute. Si eux réussissent à semer le doute, ne serait-ce qu'un petit peu, leur travail est fait. Donc, on est inondé de désinformation, autant sur Internet que dans les médias de masse, puis tout ça. Puis surtout, en ce qui a trait aux ovnis et à la réalité extraterrestre. De toute façon, ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, mais il faut être à l'affût. C'est pour ça qu'il faut être très, très informé pour essayer de décortiquer tout ça. Ici, j'ai commencé mon livre, toujours petite citation qu'on aime mettre qui a du punch. Puis c'est celle que j'ai trouvée parce que, John F. Kennedy n'a pas été assassiné pour les raisons dont on parle, dont on continue de parler. Puis même encore à l'aéroport, avant de partir pour Paris, à Montréal, il y a des livres à vendre un peu partout. Ah là, c'était la révélation sur l'assassinat de Kennedy, la vérité enfin révélée. J'ai feuilleté ça, donc j'ai dit, s'il ne parle pas d'OVNI et d'extraterrestres, c'est pas ça, parce que je suis tombé sur plusieurs documents. D'ailleurs, j'avais fait une entrevue radio avec Olivier Dessédonant, une entrevue qui dure, je pense, environ 1 heure ou 2. Puis, parce que j'avais tombé sur beaucoup de documents qui mettaient en lumière l'assassinat de Kennedy, le Majestic 12 de la CIA. Comme dans le livre, à un moment donné, quand on écrit, il faut choisir un peu ce qu'on fait. J'ai décidé de transmettre cette information-là en entrevue radio. Donc, vous pouvez trouver un peu ce que j'ai trouvé là-dessus. Puis l'entrevue, la façon qu'elle est faite, vous pouvez voir les documents. Donc, sur le web, évidemment, vous allez voir cette entrevue-là. Donc, le président américain, John F. Kennedy, a dit « Le seul mot secret est répugnant dans une société libre et ouverte, et nous, en tant que peuple, sommes fondamentalement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux pactes secrets et aux arrangements secrets. » Donc, lui, il savait qu'il se passait des choses, puis qu'il y avait des gens puissants qui essayaient de camoufler certaines choses. Avant le président Kennedy, c'était Eisenhower, le président Eisenhower. Le président Eisenhower était très au courant aussi de plusieurs choses au niveau des ovnis extraterrestres. Il était même impliqué dans certains événements. Puis, lui, à son départ de la présidence, avait mis des gens en garde, dont le prochain président. Ce qu'il disait, c'était qu'il fallait se mettre, prendre garde ou faire attention à ce que le complexe militaro-industriel, et c'est lui qui a mis ce terme-là, qui a inventé le terme complexe militaro-industriel, parce qu'eux vont tenter de se placer au-dessus de la démocratie. Parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont acquis beaucoup de pouvoir. Dans le fond, c'est tout
les gens qui étaient responsables ou qui avaient des gains au niveau de l'énergie, le pétrole, l'armement, les technologies, les nouvelles technologies. Puis eux, dans le fond, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on sache que l'énergie, finalement, est partout. On baigne dans l'énergie, puis ça coûterait pratiquement rien. Sinon, juste créer un dispositif pour capter cette énergie-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les chapitres du livre, j'ai séparé ça. J'ai séparé le livre en 5 grands thèmes, qui chacun des chapitres aussi est subdivisé en sous-chapitres. L'idée, c'est d'avoir fait une espèce de chronologie, parce que déjà, c'est plusieurs événements qui sont produits, mais on peut faire une histoire un peu avec ça. C'est de la façon que je l'ai écrit. C'est pas un roman, bien évidemment, mais c'est écrit d'une façon à ce que ça soit plus digeste et non pas seulement qu'il y ait des dates, des événements avec des noms. Il faut comprendre le contexte. Souvent, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le contexte, on n'a pas la motivation des gens. Puis en écrivant ça, en se mettant à leur place, puis on comprend un peu mieux ce qui se passe. Donc, la Deuxième Guerre mondiale d'un point de vue ufologique, le Nouveau-Mexique au lieu des secrets militaires. Pourquoi? Ben, justement, le fameux crash de Roswell, c'est au Nouveau-Mexique. Puis, mais pourquoi ça s'est produit là? Pourquoi toute cette espèce de secret autour? Donc, on comprend un peu mieux aussi la géographie des lieux, puis que c'est pas arrivé par hasard. Le programme spatial clandestin, parce qu'on a voulu reposer des technologies, mais qu'est-ce qu'on en a fait par la suite? L'après-Roswell, comment on va gérer cette crise-là? Sign, Grudge et Blue Book, qui sont les projets d'études OVNI de l'armée de l'air, donc du gouvernement américain. Ici, donc la Première Guerre mondiale d'un point de vue ufologique. Encore une fois, souvent, si j'aborde la question des nazis qui avaient développé des technologies sensibles, beaucoup de gens vont dire encore une fois, c'est de la désinformation, c'est pas vrai. Surtout ici en France, il y en a beaucoup qui sont très froids à l'idée, parce que je sais qu'il y a eu de la désinformation à un moment donné au sujet de, je pense que c'est des Arnebou qu'on appelle, puis donc, encore une fois, comment est-ce qu'on se retrouve? Comment est-ce qu'on se retrouve? C'est de jamais tout rejeter l'information. De dire peut-être que, justement, il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais ce qui nous est présenté, peut-être qu'il y en a une partie de vrai. Mais pourquoi on aurait avantage à dire des choses qui sont absolument pas vraies? Donc oui, dans les documents, il y a quelque chose qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est un document des archives nationales canadiennes, écrit plusieurs années après la guerre, qui était un ancien, un Allemand qui avait immigré au Canada après la guerre. Puis il disait avoir travaillé sur des technologies, mais lui, parce qu'il y a plusieurs endroits, puis lui, il était attitré à une espèce de soufflerie, puis il y avait des modèles réduits en forme de disque, puis il fallait qu'ils comprennent un peu le fonctionnement, pas le fonctionnement, mais plutôt la friction. Mais déjà là, c'était une forme de disque, mais eux, il fallait qu'ils soient rapides dans leur développement parce que c'était supposément l'arme secrète ou l'arme merveilleuse d'Hitler. Puis bon, dans ce document-là, on apprend qu'il avait été bombardé alors qu'il était sur le bord de la Baltique. Puis ensuite, ils ont déménagé à Nordhausen, puis dans les montagnes sudètes en Pologne. J'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé le projet REES en allemand qui veut dire géant. Puis effectivement, dans ces montagnes-là, il y a eu des projets, ils ont creusé des tunnels, puis c'était là qu'était le programme OVNI, si on veut. Entre autres, il y avait d'autres développements technologiques secrets. Puis les Américains et les Russes, au moment où ils sont arrivés en Allemagne, ont fait plusieurs découvertes dans des installations souterraines. Puis
c'était un peu la guerre, du butin de guerre entre l'armée rouge et l'armée américaine pour savoir qui va récupérer quoi. Puis, après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas cessé, ça a commencé. C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'effectivement prendre aussi, non pas seulement les technologies, puis les blueprints, je ne sais pas comment vous dites ici, les blueprints, les plans pour développer ces technologies-là. Puis on a commencé à faire des installations secrètes aux États-Unis. D'ailleurs, étaient commencées ces installations-là, mais on était un peu en retard sur les nazis. On a voulu reprendre ce retard-là. Donc, dans ce chapitre-là, le contexte, il faut comprendre le contexte, la mission de Tizard. Tizard, c'est un Britannique, une mission secrète, scientifique, d'échange technologique. Pourquoi les Britanniques ont fait ça avec les Américains? Parce qu'ils avaient réussi à obtenir des renseignements importants sur la technologie radar, dont des effets secondaires, certains pouvant faire tomber des ovnis avec le radar. Dans le livre, j'explique justement le contexte de la situation, comment ils en sont venus à connaître ces effets-là, ce qu'ils en ont fait. Puis, dans le fond, tu vois passer des objets qui, tu sais, là-dedans, il y a une mine d'or technologique. Eux n'ont pas trouvé mieux que de les faire tomber et récupérer les technologies qu'il y avait là-dedans. C'est un peu ça. C'est toujours un peu plus compliqué que ça, mais bon, pour faire une histoire simple, on explique comme ça, c'est plus facile. La fameuse bataille de Los Angeles en 1942, puis c'est suite à cet événement-là qu'il y a eu une unité qui s'est formée. L'unité des phénomènes interplanétaires, Interplanetary Phenomenon Unit, créée par le général Marshall en mars 1942, suite aux événements de Los Angeles. Eux, donc, à partir de 1942, ils savaient déjà une partie, du moins, qui était au courant qu'il se passait quelque chose, puis ont décidé d'enquêter plus profondément, puis former des équipes, non seulement pour enquêter, mais pour récupérer aussi au possible n'importe quel objet. Puis on va voir par la suite qu'effectivement, ils ont eu à travailler sur le crash de Roswell. Ils ont été parmi les premiers à pouvoir se présenter là. Puis ils ont écrit des documents intéressants. Puis dans ces documents-là, on voit l'implication de plusieurs personnes, ainsi qu'un peu la façon du déroulement que ça s'est produit, du début à la fin, jusqu'au moment où on décide d'étouffer l'ensemble de l'histoire. Donc, on pourra revenir à ça un peu plus tard. Le Dr Vannevar Bush et l'OSRD. L'OSRD, c'est un organisme scientifique de recherche et développement, mais la plupart des technologies qui ont été développées de cet organisme-là, c'est beaucoup les technologies de rétro-ingénierie, à partir de ce qu'ils vont récupérer, justement, de ces fameux crashs. Puis le Dr Vannevar Bush, on n'entend pas souvent parler, mais c'est peut-être lui qui, à l'époque, était au-dessus de l'ensemble de tous les projets sensibles de l'armée. Il y avait, à un moment donné, jusqu'à 6000 scientifiques qui travaillaient pour lui durant la Deuxième Guerre mondiale. Il était au courant de tout. C'était comme un peu le maître de l'ensemble de cette structure militaro-scientifique. Puis, à un moment donné, il y a même un des documents du Majestic 12, on voit que c'est lui qui était à la tête de tout ça. L'opération Hydra, c'était à ce moment-là que les Britanniques ont décidé de bombarder l'Allemagne parce qu'ils savaient qu'il se passait des choses. Ils ne voulaient pas leur donner le temps de développer leur technologie. Puis suite à ça, c'est à ce moment-là que, lorsque les nazis ont pu consolider leur nouvelle base, ont décidé de bombarder l'Allemagne d'armes V1 et V2. Puis c'est surtout les V1. Puis les V1, c'est... le terme allemand, c'est les armes de la vengeance, pour se venger de ça. C'est un peu ça l'histoire de pourquoi ils ont décidé de bombarder l'Angleterre sans arrêt. Le projet RISE, comme j'ai parlé tantôt, et l'arme secrète d'Hitler, plus en détail. Donc la fameuse bataille de Los Angeles. Puis ce qui est intéressant jusqu'aux événements de Roswell, c'est qu'on a beaucoup de documents. Il y a beaucoup de documents,
Puis, mais après ça, il y en a moins, beaucoup moins. Ils ont décidé de faire ça autrement ou ils les ont toutes fait disparaître. C'est à partir de ces documents-là vraiment qui est intéressant. On peut voir l'histoire, l'ensemble de l'histoire. Donc, le président Franklin D. Roosevelt, justement, j'ai vu qu'il y avait une station de métro ici. On est passé par là tout à l'heure. J'ai dit, bon, on n'est pas aux États-Unis, puis on voit des présidents américains ici à Paris. Vous êtes très intéressé par l'histoire. On peut comprendre, il y a beaucoup d'histoires ici. Donc, 25 février 1942, c'est pas le premier événement, mais c'est un événement où, encore une fois, les médias ont couvert l'événement. Puis l'armée, par la suite, a simplement dit, bon, il s'est jamais rien passé. Pourtant, il y a des photos, il y a des choses. Puis, dans un de ces documents-là, le président Roosevelt dit « J'ai considéré la situation concernant le matériel que l'armée a sans possession, lequel peut être d'un grand intérêt quant au développement d'une super arme de guerre. Je suis cependant en désaccord avec l'argument que de telles informations devraient être partagées avec notre allié à l'époque, l'Union soviétique. » Donc, déjà à ce moment-là, en 1942, on avait réussi à récupérer quelque chose qui leur permettrait de faire une super arme de guerre qui était bien évidemment le projet Manhattan avec le développement de l'arme atomique. Ça ne veut pas dire que bon, ils partaient à zéro. Il y avait déjà des bonnes connaissances, mais ce qu'ils ont récupéré là a permis de mener à bien plus rapidement le fameux projet de la bombe atomique. Donc, bon, j'ai parlé un petit peu là-dessus, l'unité des phénomènes interplanétaires. Puis, c'est le premier document de l'unité des phénomènes interplanétaires, 5 mars 1942, donc un peu après le mémo du président Roosevelt. Puis c'est dans ce... Puis souvent, ces documents-là, qu'est-ce qui arrive? C'est des documents qui ont été jetés. La lettre avait été écrite, mais étant donné que comment on dit, la machine à écrire a fait une trace, bon, on dit on recommence à zéro. Dans ce temps-là, c'était pas facile comme aujourd'hui. Donc, il avait jeté le document que quelqu'un l'avait gardé. Parce qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas ce document-là dans les archives nationales aux États-Unis. Parce qu'eux disent non, ça n'existait pas ce document-là. Pourtant, bon, quelqu'un a réussi à avoir une copie. Puis, dans le site majestic12.com, plusieurs de ces documents sont là. Puis, en même temps, ils ont des pourcentages d'authentification. Puis, ils disent aussi exactement comment est-ce qu'ils font pour authentifier des documents. Tous ces documents qui sont sur leur site sont authentifiés avec un pourcentage, parce que bon, on ne peut jamais être sûr à 100%. C'est ce qui fait que eux, c'est vraiment des scientifiques qui ne rejettent pas l'information. En même temps, ici, bon, petit article de journaux qui parle de la fameuse boule lumineuse dans les airs durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, l'information était sortie à Paris en premier lieu, mais l'information avait été censurée, fortement censurée par le quartier général. Pourquoi? Parce que c'était des technologies, même si ça ne provenait pas des Américains, ça provenait supposément des nazis, on voulait garder ça secret parce qu'on voulait utiliser plus tard ces technologies-là. On ne voulait pas que les gens soient au courant que de telles choses existent parce que ça marche d'une certaine façon sur des principes différents des nôtres actuellement. Donc, le Nouveau-Mexique, au lieu des secrets militaires, j'ai fait un petit voyage l'année passée avec ma conjointe pour avoir le cœur net sur certaines choses, dont on était à Holloman, qui auparavant c'était la base de Alamo-Gordo. Puis, à Alamo-Gordo, il s'est passé des choses, dont après le crash de Roswell, on aurait récupérer quelque chose qu'on avait entreposé là. Dans l'ensemble, au Nouveau-Mexique, il y a des installations intéressantes. La base aérienne de Kirtland, où présentement on a travaillé assez fort sur le projet Guerre des Étoiles. Étrangement, dans les documents qu'on trouve, on dit on envoie quelque chose à Kirtland, à la base de Kirtland. Le site d'essai balistique de White Sands, ça on va le voir, je vais revenir par la suite. La base aérienne d'Alamo-Gordo, Holloman, aujourd'hui, et Roswell, bien évidemment, au Nouveau-Mexique. Le site d'essai balistique de White Sands, c'est ce qui est en pointillé. C'est très, très grand. Ça couvre un très grand secteur.
Puis bon, ça couvre le milieu ou presque du Nouveau-Mexique. Puis donc on peut voir Roswell, c'est plus à l'est, qui n'est pas sur la carte, mais c'est pas tellement loin. Trinity Site, l'endroit de la première bombe atomique est là. Puis sur ce site-là précis, il y a eu au moins 7 écrasements devenus. Justement, lorsqu'on a été à Roswell, on a vu des choses intéressantes, le musée international et tout ça, mais c'est à Corona. À Corona, c'est l'endroit le plus près où il y avait où Mac Brazel avait découvert dans le fameux ranch les débris. Mais ça faisait partie d'un des sites d'écrasement. Il y a eu 2 écrasements lors des événements de Roswell. Puis ici, c'est un petit extrait du texte d'un des documents de l'unité des phénomènes interplanétaires, un peu après Roswell qui était le 4 juillet, donc quelques semaines après. Les restes du générateur ont été amenés à Alamogordo et à Kirkland. Les débris structuraux et les accessoires ont été transportés au commandement matériel de l'air de Wright Field. Les autres restes ont été transportés à travers le site d'essai balistique de White Sands jusqu'aux entrepôts des laboratoires de recherche navale. Donc, petit détail. Puis, parce que j'ai vu beaucoup, non pas seulement des articles, mais des livres complets écrits pour discréditer le cache de Roswell qui était supposément un ballon météo. Après ça, c'était le ballon top secret Mogul pour les radiations. Puis ça n'a jamais été un ballon, ça a toujours été un objet bien solide avec des humanoïdes à l'intérieur. Après le fameux crash de Roswell, on a dépêché le lieutenant-général Twining pour aller enquêter sur l'ensemble de l'événement. Je sais que Jean Guérelli a dit que le lieutenant-général Twining allait seulement pour enquêter au niveau psychologique, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était faire une évaluation complète. L'aspect psychologique faisait partie de ça, aussi l'aspect politique, militaire, puis scientifique aussi. On va voir par la suite que vraiment, il est revenu, il a fait par la suite, il a fait un rapport de 20 pages, mais après avoir passé là près de 2 mois. Donc, il a fait une visite complète des lieux. Et encore une fois, l'unité des phénomènes interplanétaires. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que malgré ce qu'on pense, on pense toujours que l'armée, c'est tout le monde se parle, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais à l'époque, il y avait une guerre du renseignement. Donc, vous aviez les services de renseignement de l'armée, services de renseignement de la marine, services de renseignement de l'armée de l'air. Puis vous avez un organisme qui essaie d'avoir le contrôle sur l'ensemble du renseignement. Puis ça n'a pas fonctionné jusqu'en 1947, justement jusqu'en septembre 1947, quand le président Truman a dit « bon là c'est assez ». Pourquoi? Parce que l'organisme qui centralisait le renseignement était un peu une ressource directe du président pour savoir ce qui se passait. Puis chacune de ces entités-là essayait de garder ses secrets parce que l'information, c'est le pouvoir. Le renseignement, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Donc, l'unité des phénomènes interplanétaires, c'était un peu les services de renseignement au niveau ufologique de l'armée de terre, qui était le général Marshall. Donc, eux enquêtent sur un événement, mais c'est l'armée de l'air qui avait le contrôle de ça. Puis, même eux on essayait de les discréditer parce que quand ils sont arrivés sur les lieux, on leur a dit c'est juste un ballon météo. Puis on voit ça aussi dans le rapport. Ils nous ont dit que c'était un ballon météo, mais nous on pense que c'est un peu plus que ça. Puis certains endroits qui n'ont pas pu pénétrer, mais quand même on voit là, des informations très très intéressantes. Puis eux, dans le fond, un rapport de renseignement, c'est très froid. C'est que ces gens-là observent. Puis leur travail, c'est de reproduire exactement ce qu'ils voient. Tac, tac, tac. C'est simple.
Puis on dit exactement ce qui s'est passé, que le général Twining est arrivé à la base d'Alain Gordeau, un rendez-vous secret avec le chef d'état-major, c'est un autre général. Les restes du vaisseau récupéré, LZ1, c'est Landing Zone 1. Bon, site d'écrasement 2, je veux dire, site d'écrasement 2. Ce qui suppose qu'il y en avait un premier. Oui, il y avait un premier site, mais le site d'écrasement 1, parce qu'il y a eu. Il y avait un site on a récupéré un vaisseau, mais il y avait un site que c'était qu'un champ de débris, c'était des petits morceaux. Donc, c'était en 2 zones. Le 8 juillet, visiter la base de Kirkland pour respecter les générateurs. Donc, c'est plus que le ballon météo. C'est beaucoup plus. Encore une fois, on est allé jusqu'au centre de cet essai balistique. Les pièces de vaisseau entreposées, encore une fois, les morceaux de vaisseau. Donc, il y avait l'inspection au niveau matériel, mais aussi une inspection au niveau. On fait des rencontres avec plusieurs intervenants au niveau psychologique, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on doit traiter l'information. Ça c'est pour dire un peu à Roswell qu'est-ce qu'on a fait, une unité. C'est un petit extraterrestre. C'est caché, mais c'est à peine caché. On rit. Ici, c'est un B2. Puis, on voit que c'est un extraterrestre qui tient ça. Donc, le 509e, à l'époque, ça c'est en 47-48, c'était, dans le fond, le 509e, c'était l'unité le seul à détenir l'arme atomique. Le programme spatial clandestin, ici on voit Albert Einstein avec des généraux, parce que ces scientifiques-là étaient souvent appelés à travailler avec l'armée. Puis, donc, le docteur Bush est au centre, avec des généraux, d'autres scientifiques. Puis, ça, c'est une correspondance que j'ai découvert, encore une fois, au fond Arthur Bré, parce que c'était pas que des livres, il y avait des documents aussi. C'est entre deux ufologues américains qui enquêtent justement sur pas seulement que Roswell, parce que ça, c'est bien après Roswell. C'est dans les années 50 où Bush a commencé à travailler plus activement sur la rétro-ingénierie. Ce qu'il dit, c'est que le docteur Vannevar Bush et Henry Wang, c'était évident que Bush était à la tête de l'ensemble du projet. Parce qu'eux ont rencontré la veuve de Wang qui avait travaillé aussi avec Bush, puis après plusieurs années, qui était décédé, Wang en passant, finit par parler puis dire oui, il travaille sur des projets secrets. Donc, dans ce chapitre-là, sur le projet spatial clandestin, qui est encore une fois subdivisé, projet secret observateur céleste. Donc, ça, c'est un peu avant Roswell. Ça aussi, le vaisseau S, c'est un peu avant Roswell. C'est un vaisseau S pour spécial, j'imagine, j'ai jamais trouvé. Il appelait toujours le vaisseau S. Puis, il donnait aussi le qualificatif emprunté, un vaisseau emprunté. Emprunté à qui? Je ne sais pas, mais c'est un vaisseau qui avait des prouesses extraordinaires, pouvait aller à 70 000 pieds en mètres. J'ai aucune idée comment ça peut donner, mais c'est plus haut à l'époque que ce qu'aucun avion allait déjà dépasser la vitesse du son. Déjà à l'époque, on n'était pas censé avoir dépassé la vitesse du son. Aussi le projet Paperclip, la conquête spatiale, parce que tous ces scientifiques nazis-là qu'on a intégrés aux États-Unis ont servi non seulement à la conquête spatiale, mais aussi au projet spatial clandestin et les crashs de l'avion, puis un des secrets d'État. Ici, c'est cette retranscription d'une lettre que Albert Einstein, puis le docteur Oppenheimer. Le docteur Oppenheimer, c'est lui qui avait pris en charge le projet de la bombe atomique, puis il l'avait mené à bien. Einstein, je crois que tout le monde sait c'est qui. Donc, eux étaient à l'université. Quelle université Einstein était? Il était Princeton, merci. Puis on y était passé.
Donc, et maintenant, la question finale à savoir, c'est un document de quelques pages. Mais cette partie-là est très intéressante. La question finale, c'est savoir si la présence d'aéronefs célestes dans notre atmosphère est le résultat direct de nos essais nucléaires. Puis en passant, autour du crash de Roswell, il n'y a pas eu d'essais nucléaires directement à ce site-là. Les essais étaient ailleurs. Puis c'était d'autres choses qu'on testait au moment du crash de Roswell. Donc, c'était pas vraiment des essais nucléaires qui étaient responsables de ça. Moi, ma théorie, c'est que c'était justement des essais du vaisseau S. Parce que si c'est un vaisseau emprunté, peut-être les personnes qui ont emprunté voulaient les récupérer ou quelque chose du genre. Donc, la présence de vaisseaux spatiaux non identifiés dans notre atmosphère est maintenant acceptée comme un fait par nos militaires. C'est Einstein qui parle. Dernièrement, nous avons dû considérer la possibilité que nos ressentisses atmosphériques pouvaient avoir influencé l'arrivée d'observateurs célestes. En conclusion, il est de notre opinion basée sur les données soumises que la situation est extrêmement périlleuse et que des mesures devraient être prises pour la rectifier. Lui, ce qu'il voulait, c'est que cette lettre-là se rende au président, parce qu'il disait on entre dans une ère nucléaire, on entre dans une ère où bientôt, pas seulement que nous, les États-Unis, mais les Russes vont avoir accès à l'arme atomique. Puis si on a sur nos radars des objets qui viennent en pensant qu'on se fait attaquer, puis on appuie sur le bouton rouge pour faire une contre-offensive nucléaire, c'est dangereux. Sa lettre, c'est un peu ça. À cause des ovnis, il est possible qu'on entre dans une guerre nucléaire accidentellement. Puis même par la suite, le président Kennedy avait soulevé cette question-là, puis l'histoire des fameux missiles de Cuba a prouvé qu'on était arrivé très très près. Puis c'est par la suite, c'est Nixon qui a finalement réglé ce problème-là. Il y a eu une entente qui a été faite entre les Américains et les Russes au sujet des ovnis, vous pourrez taper ça sur Internet, Nixon, entente ovni avec les Russes. Puis donc, ça c'est un peu un résumé dans sa fameuse lettre d'Einstein et Oppenheimer. Là ici, on voit que c'est en juin 1947, c'est avant Roswell. Donc, c'est pas tellement longtemps avant Roswell. Puis, on doit être curieux ou bien alarmé. C'est sûr que Einstein n'était pas dans le secret des dieux, mais connaissait plusieurs choses à ce niveau-là. Maintenant, moi j'ai l'heure de Montréal ici, 14h32. Donc, ici, 6 heures de plus. C'est 8h35. 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 Est-ce qu'on prend une pause entre deux parties ou... C'est-à-dire que là, on a encore une demi-heure. Hein. On a une demi-heure? Si on peut se garder un quart d'heure pour des questions et des réponses, c'est bien. OK. Donc, j'ai 15 minutes encore avant les questions. Oui. OK, très bien. Donc, on va parler du crash de Roswell en 15 minutes. J'ai été content de voir que Guilda Bourdet est ici, que je salue. Parce que je sais que, bon, il travaillait beaucoup sur le crash de Roswell, puis, bon, beaucoup de ses idées rejoignent les miennes. C'est pas un ballon de météo. Non. On est d'accord. Oui, c'est ça. Ça commence bien. Donc, pourquoi c'est important de discréditer Roswell? On pourrait dire ça aussi comme ça. Parce que beaucoup de choses sont parties de là. En 47, juillet 47, de nombreux témoins, c'est ça aussi. Il y a eu de nombreux témoins, c'est ça le problème. Il y a eu d'autres événements de nature ufologique, des crashs aussi, mais il n'y avait pas eu autant de témoins, il n'y avait pas eu autant de documents, de paperasse autour de cet événement-là. Mais ceux-ci ont été réduits au silence par les autorités militaires. Pourquoi? Ben, la bonne façon, c'est de les menacer, de les intimider. Puis, bon, en disant que si vous parlez, on va vous tuer seulement que vous, mais toute votre famille, votre chien, votre poisson rouge, etc., etc. Donc, les gens, on parle qu'on est en 1947, donc de se faire menacer, ces gens-là n'avaient aucune idée de toute façon que le gouvernement pouvait être impliqué dans une espèce de censure à grande échelle. Jamais personne n'avait pensé ça. Donc, c'était un choc d'apprendre ça. Mais souvent, ce qu'on disait aussi, c'était que c'était pour la sécurité nationale.
Donc, c'est un secret d'État. Si vous êtes un compatriote américain, vous ne devez pas parler de ça. D'ailleurs, l'acte de sécurité nationale a été fait en 1947, immédiatement après les événements de Roswell. La CIA a été mise sur pied à ce moment-là. Donc, c'est pas un hasard s'il y avait véritablement une crise à l'échelle nationale, mais la crise, c'était qu'un secret à ce propos-là sorte. Puis en même temps, on devait garder un contrôle sur la situation, puis on a mis sur pied des opérations psychologiques, non seulement aux États-Unis, mais à l'échelle internationale. On va voir un peu rapidement comment ça s'est produit, l'établissement de cette structure de contrôle et de censure. Donc, pendant près de 30 ans, personne n'osait briser le silence. Puis ça, bon, je veux toujours des images, j'aime bien travailler avec le visuel. Donc, ce que ça dit, c'est ce qui est arrivé à Roswell, bon, on a barré, reste à Roswell, n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé à Roswell n'est jamais arrivé. C'est un ordre de l'armée, on n'en parle plus. Puis, bon, c'est sûr que c'est un peu du monde, mais c'est quand même la vérité. À la fin des années 70, l'ufologue Stanton Friedman a rencontré plusieurs personnes qui avaient affirmé avoir été témoins de ces événements-là. Son enquête l'a mené au cœur d'une espèce de grand complot impliquant l'armée, le gouvernement américain, à propos de la fameuse censure sur les ennemis. Donc, on voit Stanton Friedman affirmant une espèce de découverte de journaux de l'époque qui dit « L'armée a découvert un disque volant ». Puis ici, des documents lourdement censurés, parce qu'à un moment donné, plusieurs ufologues, dont Stanton Friedman, ont fait des demandes selon la loi d'accès à l'information, parce qu'eux vivent dans un pays démocratique. Puis, donc, il y a des documents qui, après tant d'années, doivent être déclassifiés puis remis aux personnes qui la demandent, mais on voit ça de cette façon-là. Donc, oui, vous avez le document, mais vous n'avez absolument aucune information valable là-dedans. Puis ça, c'est encore une fois, j'ai vraiment... la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit oui, c'est exactement ça. C'est la charte d'identification de l'armée de l'air. Donc ça, c'est un ballon météo, ballon météo, ballon météo, ballon météo, ballon météo, oh, gaz des marais, ballon météo, ici c'est Batman, ballon météo, ballon météo, tous les ballons météo. Comme ça, c'est plus simple. On ne veut pas se casser la tête. Pourquoi se casser la tête avec ça? Donc, dans les années 90, en réponse à ces révélations, plusieurs personnes ont parlé, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits par la suite par Stanton Friedman et plusieurs ufologues pour dire justement, oui, c'est passé quelque chose à Roswell, un tel a dit ci, un tel a dit ça. Puis on commençait à expliquer un peu ce qui s'était passé. L'armée de l'air, l'armée américaine a dit ben non, on va vous dire ce qui s'est vraiment passé. Nous autres, on était là. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont dit que c'était un ballon Mogun, un ballon pour détecter des radiations ou plutôt des explosions nucléaires. Parce qu'on disait, on pensait que les Russes faisaient des essais nucléaires, on envoyait des ballons dans l'atmosphère pour voir ce que c'était. Donc, on avait commencé à l'époque à travailler cette piste-là de ballon. Puis quand Jesse Marcel est arrivé pour dire, ben moi je m'en viens vous montrer les débris de Roswell, ben, ce qui est arrivé, c'est que dans le bureau du général Ramey, on dit, eux sont partis avec les vrais débris, puis ils leur ont donné ça à la place, puis on dit, tu vas dire aux journalistes que c'est ça que tu as trouvé. Donc, bon, ils ont l'air un petit peu découragés, de dire, ah, c'est pas drôle de mentir impunément comme ça aux personnes. Pourtant, des coupures de journaux de l'époque racontent que l'armée de l'air avait effectivement récupéré une secoupe, mais le lendemain, le général Ramey a dit non, il n'y a rien là, il s'est absolument rien produit. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des histoires différentes comme ça? Justement, c'est dans mon livre, j'explique un peu le contexte, puis ça fait partie des opérations psychologiques. C'était voulu, c'était pas une erreur. Beaucoup disent que
c'était une erreur parce qu'ils ont eu le contrôle du début à la fin. Il n'y a pas rien qui a filtré. Donc ça, c'était voulu. Pourquoi? Parce que là, les gens voient ça. Ah, wow! Ils ont récupéré un disque volant, une secours volante. Puis finalement, non, c'est pas une secours volante, c'est un ballon. Ce que ça fait au niveau psychologique, on appelle ça la déception. Parce que les gens, ils sont intéressés, ils sont curieux, puis de savoir que, wow, on a trouvé un objet avec des technologies sophistiquées. Il n'y a personne qui fait d'autres planètes, c'est quand même extraordinaire, surtout en 47. Mais lorsque des généraux vous disent non, c'était pas ça, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'en 47, moi j'étais trop jeune, mais quand même, il faut comprendre le contexte de l'époque. Les autorités militaires étaient respectées, on ne pouvait pas penser 2 secondes que ces gens-là vont mentir. Donc, ils utilisaient des figures d'autorité pour faire passer leur message. Puis, l'après Roswell, qui est mon 4e chapitre, ici on voit le président Truman. À gauche complètement, c'est le général Vandenberg, qui d'ailleurs est aussi sur la page couverture du livre. Ici, là, il est en compagnie du secrétaire de l'armée de l'air, Symington, qui est ici également. Puis Gordon Green. Ouais, eux sont encerclés parce qu'ils ont été des personnes qui étaient très près, qui savaient exactement ce qui se passait au niveau de Roswell et puis tout ça. Puis bon, c'est des éminences grises du fameux crash. Lui a été nommé directeur du comité de stratégie psychologique en 1951, qui était l'organisme responsable de la propagande. C'est exactement ça qu'ils disent. Mais ils disaient que c'était une propagande anticommuniste, mais c'était plus une propagande anti-ovni, anti-ufologique. Puis le communisme à l'époque a servi justement pour avoir de l'argent pour des fonds. C'est sûr que, bon, ça fait beaucoup d'informations à traiter, mais cette structure-là est très puissante, est au-dessus des gouvernements. On est capable en même temps de gérer les services de renseignement, et américains, et russes, les Canadiens, les Français, et tout. C'est aussi simple que ça, sans que certains de ces organismes-là soient même au courant que, de toute façon, des fois, tu penses que tu tapes le KGB, mais finalement, tu donnes ce que tu fais, c'est pour la CIA. C'est une façon de présenter ça aux gens. Donc, à gauche, encore une fois, on voit le général Vandenberg. Puis lui, dans cette histoire-là, est quand même assez important parce que c'est lui qui gérait l'ensemble du renseignement. Il a même formé les gens de l'OSS, qui était un précurseur de la CIA lorsque c'était la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était lui qui avait été responsable du contrôle de tout l'ensemble des communications au moment de Roswell. Donc, lui surveillait l'ensemble des communications. Puis, à l'époque, vous êtes en 47, vous ne savez pas que, de toute façon, que vous pouvez être sous écoute au moment où vous êtes au téléphone. C'est trop en avance. Donc, c'est ça, ils sont déjà... Ils profitent toujours de l'aspect de l'avance technologique. Puis encore aujourd'hui, au niveau de l'écoute électronique, de tout ça, on commence à peine à parler de l'organisme qui est en charge justement de la surveillance des communications électroniques, qui est la NSA. La NSA a été mise sur pied en 1952. Avant ça, il y avait déjà des organismes qui faisaient ça. Puis c'est lui, en quelque sorte, général Vandenberg, qui est à l'origine de toute cette histoire-là d'écoute électronique. Donc, il savait exactement toujours ce qui se passait, puis il y avait un poids d'avance sur plusieurs personnes. Donc, les gens débarquaient chez vous sans s'annoncer, puis vous ne saviez pas qu'ils savaient tout ce que vous aviez dit. Donc, ça aussi, c'est un ufologue américain qui lui aussi a travaillé beaucoup sur l'ensemble de cette histoire-là. Ce qu'il raconte, c'est que le 26 juillet 1947, en plein chaos
des secours volantes, le gouvernement américain fit passer l'acte de sécurité nationale. Ceci fut à l'origine de la création de l'établissement militaire national, Conseil de sécurité nationale et l'Agence centrale de renseignement de la CIA. L'ensemble des trois éléments de l'armée se retrouva unifiés sous l'autorité du secrétaire de la Défense, qui était Forrestal, James Forrestal, qui était assassiné pas longtemps après. Bon, on parle d'un suicide, mais on sait que dans ce milieu-là, c'est des suicides assistés. Et puis, l'établissement international, par la suite, est devenu le ministère de la Défense. Et tout ceci a été signé à bord de l'avion présidentiel. Donc, vous n'avez pas de photo parce que ça a été fait dans le plus grand secret. On voit quand même cette photo-là. C'est en 49. C'est une modification à l'acte de sécurité nationale. Là, on a une photo. Mais en 47, il n'y avait pas de photo. C'est là-dedans que ça s'est passé. Donc, quand le président est là-dedans, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Je vais me rendre à ma conclusion. Je peux extensionner de 2 minutes. Donc, ici, on voit Werner von Braun en compagnie de Carole Rosin. Présentement, Carole Rosin a des cheveux blancs, bon, avec une tignasse un peu plus grande que ça. Carole Rosin a travaillé avec le docteur von Braun à partir de 1974. Werner von Braun est venu aux États-Unis au moment du projet Paperclip, qui était de prendre l'ensemble des scientifiques allemands vers les États-Unis. Des scientifiques allemands qui étaient attitrés à des projets sensibles, on s'entend, parce que bon, les plans, c'était pas suffisant, ça prenait des gens pour interpréter les données qu'il y avait là-dessus. Donc, Werner von Braun fait partie de ceux-là, était probablement le plus connu parce qu'il est devenu directeur de certaines parties de la NASA. Puis, justement, au moment où il travaillait pour la NASA, il a demandé à Carole Rosin de venir le rejoindre. Puis, il lui a dit, toi, tu vas travailler à une section pour empêcher la militarisation de l'espace. Non seulement la militarisation, mais d'envoyer des armes à longue portée dans l'espace. Elle a trouvé ça un peu particulier parce qu'on est en 1974, puis des armes dans l'espace, on avait été à peine sur la Lune, selon ce qu'on en sait, mais parallèlement à ça, il y avait un programme spatial qui était très, très, très en avance sur ce qu'on connaît de façon officielle, ce qu'on nous projette, ce que la NASA peut bien laisser filtrer, parce que la NASA aussi fait partie des organismes de gestion puis de contrôle de manipulation de ce qui se passe vraiment au niveau de l'aérospatial. Puis lui a dit à Carole Rosin, en 1974, il dit présentement, la façon que ça fonctionne, les budgets, c'est alloué parce qu'on a des ennemis, parce qu'on a des problèmes, des choses à régler. Ça prend des milliards de dollars. Puis les gens, pour accepter de payer des taxes, des impôts, à s'en étouffer pour augmenter les budgets de la défense, ça prend des bonnes raisons. Donc, il dit, à un moment donné, ça va être le communisme, les Russes. C'est en 1974, donc c'était la guerre froide. Lui, il dit ça, il dit après, ça va être les terroristes. Il va y avoir des choses au niveau mondial qui vont faire que l'ennemi va être des terroristes. Par la suite, ça va être des pays délinquants ou des pays qui ne rentrent pas dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Ça va être eux qui vont être la menace. Je pense qu'on est un peu rendu là-dedans, cible des pays. Aujourd'hui, c'est la Syrie. C'est eux les méchants. Par la suite, ça va être des astéroïdes, parce que bon, des gros objets qui arrivent sur la Terre, il faut les détruire dans l'espace. Puis, finalement, il va y avoir une espèce pas de simulation, mais une grosse mascarade, une espèce de mensonge à l'échelle, à grande échelle. Puis, ça va être
une invasion extraterrestre. C'est sûr que, bon, on peut prendre ça avec un grain de sel, puis même elle, à l'époque, quand elle racontait ça, elle a trouvé ça un peu risible. Puis, lui, il avait même prédit la guerre du Golfe. Puis quand la guerre du Golfe est arrivée, elle dit « Oh mon Dieu, il avait raison », parce qu'il était décédé à l'époque. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a démissionné, parce qu'elle ne voulait pas faire partie de cette structure-là. Donc, tout ça pour dire que Roswell, les extraterrestres, j'ai parlé de confusion, j'ai parlé des informations, mais au moment où vous prenez connaissance de l'ensemble de ces choses-là, puis vous voyez que, bon, c'est vrai, pour répondre à mes questions du début, on n'est pas seul, on a été visité, il y a eu des interactions, le gouvernement était courant, il y a une conspiration de silence, puis c'est passé vraiment quelque chose à Roswell. Mais, dans le fond, si tout ça est vrai, ça veut dire que ce qui nous a présenté dans les médias de masse, tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est faux, donc une conspiration à une échelle qui est très grande. Puis, si l'ensemble de ce que Von Braun avait dit à Carol Rosin est vrai, ça veut dire qu'il y a vraiment une conspiration à grande échelle, puis c'est un peu normal si il y a continuellement de la désinformation. C'est sûr que c'est fini sur un ton assez pessimiste, mais ce que je peux, pour finir, ce que je peux dire, c'est qu'à une échelle supérieure, il y a des espèces qui ont peu vu ce qui se passait, qui ont essayé d'intervenir, puis c'est des espèces pacifiques. Puis ce qu'il a dit justement à Von Braun sur la présence extraterrestre, c'est que c'était plutôt pacifique. Puis donc ce qui nous est projeté pour arriver avec la dernière et finale manipulation à l'échelle de dire c'est une invasion, il faut qu'on se défende, c'est un peu ça. On nous présente la réalité extraterrestre comme étant une menace. Si on voit plusieurs films hollywoodiens, on voit toujours que les extraterrestres, c'est pas quelque chose de bien, il faut faire attention, il faut se méfier. Mais je pense que c'est un peu comme au moment où la découverte des Amériques, même avant ça, lorsqu'on découvrait de nouvelles personnes avec une couleur de peau complètement différente, ce qui est différent, on en a un peu peur, l'étranger, l'inconnu, c'est un peu dérangeant. Donc c'est normal qu'on en ait peur, mais au final, c'est des personnes semblables à nous, avec les mêmes motivations, les mêmes buts dans la vie, ou à peu près. Puis c'est pas différent avec cette réalité-là sur d'autres planètes. Ça, c'est mon point de vue. Donc, on est rendu aux questions. Merci. Qui a des questions? Oui, bonsoir, Marc Saint-Germain. Merci de votre visite. Encore 10 minutes. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez fait le planning à peu près des personnes comme Vandenberg et autres militaires? Vous savez, vous se situez exactement en juillet 47, surtout début juillet 47, hein, au moment du crash de Roswell. Est-ce que vous savez à peu près où ils se situaient? À Fort Bliss, à Roswell, à Fort Worth, au Texas, au Pentagone, bien sûr, ou à Washington? C'est sûr que dans ces... D'ailleurs, j'ai oublié ta petite demande spéciale. Non, OK. C'est certain que quand on travaille à partir de ces documents-là, c'est une question pertinente parce que, bon, tu veux savoir si dans ce document-là, le grade de cette personne-là, c'est lieutenant général. Ben, tu contre-vérifies l'information pour savoir si vraiment il était lieutenant général durant cette date-là. Si ça dit qu'il était chef d'état-major ou chef adjoint d'état-major, tu as besoin de savoir s'il était chef. Puis oui, j'ai contre-vérifié l'information de plusieurs de ces personnes-là qui sont impliquées, qu'on voit dans ces documents-là. Puis tout concorde, c'est pour ça que c'est difficile de dire cette information-là est faussée parce que la personne qui a écrit ces documents-là a
tenir compte de tant de détails que ça a été impossible, je ne veux pas dire impossible, mais ça a été très, très, très difficile à produire. C'est bien. Merci. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voulais vous demander, puisque vous êtes canadien, que pensez-vous des déclarations de votre ex-ministre de la Défense, qui était ministre pendant des années au Canada, qui a déclaré que c'était évident que les extraterrestres étaient sur Terre et qu'il y avait des contacts avec des officiels dans de nombreux pays, dans différents pays, aux États-Unis notamment. Oui, oui, oui. D'ailleurs, Paul Hellyer, j'ai commencé à avoir des petits contacts avec lui par courriel, parce qu'il va y avoir une version américaine de ce livre-là, donc ça va être traduit en anglais. J'ai commencé à avoir des demandes, puis j'ai dit, je dois aller en France avant. C'est plus facile, j'ai pas besoin de le traduire. J'espère que non. De toute façon, mon éditeur a passé à travers le livre, puis il a dit, c'est des choses. Même le titre, il y a des choses qui sont pas tout à fait pareilles ici. On dit ici en France, on dit plutôt ça comme ça, plutôt que ça. Bon, c'est pas exactement une traduction, mais quand même. Puis, oui, pour revenir à la question, oui, Paul Hellyer est dans le vrai. Il y a eu des contacts, il y a eu des interactions. Puis, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous autres, on vit présentement avec des gouvernements dont l'implication va à l'échelle d'un pays. Puis au-delà de ça, il y a l'ONU ou l'OTAN, quand ça va mal. Mais on n'a pas conscience qu'il y a un gouvernement à l'échelle planétaire. Pourtant, on a un gouvernement présentement, une forme de gouvernement mondial, mais c'est un gouvernement qui est occulte parce que personne n'a voté pour ça. Mais à l'échelle supérieure, il y a aussi une gestion à des niveaux galactiques, une hiérarchie. Puis il y a certaines lois ou règlements, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a des règles du jeu. Puis l'une d'entre elles, c'est la non-intervention. Non-intervention veut dire que si présentement il se passe des choses sur la planète, puis même si on sait que peut-être ça pourrait aller mieux si on leur donne un petit coup de pouce dans un sens ou dans l'autre, on n'est pas supposé d'intervenir. C'est la non-intervention. Je parle d'extraterrestres qui pourraient venir ici pour soit nous aider ou nous orienter. Mais, par contre, c'est comme dans ce qu'on a aujourd'hui, pareil comme ce qu'on vit à notre échelle, c'est qu'il y a toujours des gens qui détournent les lois ou mettent ça à leur avantage. Puis il y a eu certaines entités, espèces, qui sont venues, puis ils sont intervenus. Présentement, moi, mon livre, je l'ai écrit qu'à partir de documents, qu'à partir des choses tangibles, puis avec des témoignages. Donc, 99% de mon livre, c'est pas des spéculations, c'est basé sur des faits. Ces faits-là peuvent être remis en question. J'ai aucun problème avec ça, mais la personne, il faut qu'elle m'arrive avec quelque chose de tangible. Si c'est pas ça, c'est quoi, puis pourquoi, puis bon. Donc, mais ce qui arrive avec cette histoire-là, d'une présence ou d'interventionnisme et tout ça, c'est qu'il y a très peu de documents qui existent qui en font état. J'ai vu à un moment donné, c'est un ancien sénateur américain qui, lui, dit avoir vu des documents que durant l'administration Eisenhower, il y aurait eu des extraterrestres qui auraient demandé à le rencontrer. Lui a vu ces documents-là. Il n'a pas pu les sortir, mais lui a témoigné d'avoir vu des documents où il y avait l'opportunité d'une rencontre entre le président Eisenhower puis des extraterrestres. Le document ne dit pas si cette rencontre-là a eu lieu, mais il y avait eu une opportunité. Bon, c'est déjà bien. On sait que bon, il y a eu quelque chose dans ce sens-là. D'un autre côté, le projet Magnet de Wilbur Smith. Moi, j'ai sorti tous
tous les documents que j'ai pu là-dessus, parce que au Fonds d'archives Arthur Bré à Ottawa, on peut avoir accès à ces documents-là, puis on peut les imprimer, les faire photocopier. Moi, tout le temps j'étais là, tous les documents, la dame qui faisait les photocopies a eu du travail pendant plusieurs journées, même quand j'étais parti, elle m'en faisait encore, parce que j'avais donné presque tout ce que je pouvais là-dessus. Dans ces documents-là que j'ai mis en ordre alphabétique, c'est des correspondances de Wilbur Smith avec d'autres personnes. Dans ces documents-là, on retrouve aussi des documents officiels, ceux du projet Magnet, mais en même temps, dans ces correspondances, c'est que Wilbur Smith n'était pas comme les Américains. Puis lui, il voulait vraiment que cette information-là sorte. Puis à un moment donné, dans une de ses correspondances, il dit oui, on a eu des contacts, puis il a dit tous les dirigeants de la Terre ou de la planète, je ne me rappelle plus du terme exact, tous les dirigeants ont été informés des peuples d'ailleurs. Ça, c'est assez clair. Puis, lui, vers la fin de son projet, puis de toute façon, quand le projet est terminé, c'est le gouvernement canadien a dit on arrête ça, paf. Lui a continué de 54 à 62. Son propre projet avec les ressources qu'il avait. Puis, c'est durant ce projet-là qu'on voit qu'il y a des communications avec des extraterrestres. C'est sûr que cette partie-là, je ne voulais pas aborder ça dans un premier livre parce que je trouvais que déjà d'accepter cette réalité-là des ovnis, c'est quelque chose, mais il commençait à dire oui, il y a eu des interactions. Puis lui, d'une certaine façon, il y aurait eu des contacts ou des communications par personne interposée. Puis, à ce moment-là, dans son étude, il dit il y a plusieurs agendas, il y a plusieurs types d'extraterrestres qui nous visitent, mais il y en a qui viennent ici que par curiosité, d'autres parce qu'ils ont un désir de nous aider dans notre développement, puis d'autres parce qu'ils ont une motivation qui va faire en sorte que c'est bon pour eux, mais pas nécessairement pour nous. Moi, ce que je crois, c'est que présentement, ceux qui travaillent avec le gouvernement américain surtout, ne travaillent pas dans notre intérêt. Parce que, je veux dire, on regarde le monde dans l'état qu'il est aujourd'hui, s'ils travaillent dans notre intérêt, ils s'y prennent très mal. C'est ma perception, mais je pense que ça pourrait aller beaucoup mieux. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Puis c'est un petit peu pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est là à parler de vie, parce qu'on sait que c'est un peu plus que seulement des objets qui se promènent dans le ciel. Est-ce que ça a répondu à votre question? Merci. Quelle est la question exactement? Dernière question. On fait une dernière question. Parlez-moi. C'est l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. Si, il avait demandé. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler de la zone 51? Oui. Oui, bonne question intéressante. Marc, excuse-moi, si on peut faire bref parce que Gilda, ça a aussi Gilda, ça a aussi une question à poser. Et là, on arrive à l'ennui. Ok, une minute. Je peux dire ça? Moi aussi, j'avais Gilda poser une question. La zone 51, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement américain a nié carrément l'existence de cet endroit-là jusqu'à temps que les Russes mettent une photo satellite de cette zone-là, puis qui donne accès à les gens à grande échelle. Bon, regardez, les Américains nous cachent un site au complet qui disent qu'il n'existe pas. Donc, c'est les Russes qui, en premier, ont raconté l'histoire pas la raconter l'histoire, mais qui ont mis une photo de preuve de l'existence de cette zone-là. Il y a eu Bob Lazar aussi qui a parlé de la zone 51. Sauf que Bob Lazar, c'est une énigme aussi parce qu'on n'est pas tellement sûr si ce qu'il dit c'est vrai. Il y a eu beaucoup de flou autour de ça.
Mais une chose qui est sûre, c'est que la zone 51, c'est pas unique. Il y a plusieurs bases secrètes aux États-Unis. Elle, bon, on est venu quand on découvrir l'existence par plusieurs personnes. Mais il y a eu plusieurs bases. La zone 51 fait partie de ces bases-là. Puis donc, ces bases secrètes-là servent à travailler sur des projets militaires secrets à partir de rétro-ingénierie, d'objets récupérés. En gros, on peut dire ça rapidement, c'est à peu près ça. Puis bon, il y a encore la même chose, il y a beaucoup de désinformation là-dessus. J'ai dessus dans cette... Non. Il y a eu un livre qui a été écrit sur la zone 51. Annie Jacobson a écrit un livre. Moi, je l'ai lu, puis je peux vous dire que elle a été payée sûrement par la CIA pour écrire ce livre-là. Ou elle s'est fait pour être crade. Ah non, c'est carrément de la désinformation. Puis beaucoup d'ufologues comme moi sont convaincus là-dessus. Merci. Donc, La toute dernière. La toute dernière, Gildas. Bon, je voulais juste faire une incidente sur le scénario de la révélation du crash de Roswell avec le communiqué de presse. Je propose une explication légèrement différente, c'est qu'ils ont fait une opération de damage control, de contrôle pour le cas où ils n'auraient pas pu réussir à maîtriser toute la situation. Donc ils ont fait un communiqué de presse pour ménager une porte de sortie, le cas échéant, pour sauver la face. Et dans la matinée, ils ont réussi à contrôler les deux sites, et à ce moment-là, ils ont embrayé sur toute l'histoire du ballon. Voilà. C'est un peu différent. C'est différent, mais c'est intéressant. Oui, c'est une possibilité. C'est dans mes bouquins. Oui. On va terminer. On va donc remercier Marc Saint-Germain d'être venu. On va juste redonner une petite précision pour profiter pour remercier quand même le président d'Europa Ufologie qui m'avait averti en juin de la venue en France de Marc, justement, et qui m'a gentiment proposé de se mettre en rapport avec lui à la fin d'avoir la chance de l'avoir ce soir. Déjà d'une part, son coéquipier aussi. Et puis, je voudrais dire que si vous voulez vous rapprocher, si vous êtes intéressé par le livre de Marc, à votre disposition, il se fera un plaisir de vous le dédicacer. Quand vous faites, je ne sais pas si Marc a encore du temps, en général, il arrive qu'il se fait un after, puisque ici nous sommes tenus jusqu'à 9h, mais il y a la possibilité de faire un after un peu plus haut, dans un autre endroit un peu plus haut. Donc si tu es disponible, à ce moment-là, les personnes qui veulent continuer le restant de la soirée, qui ont encore des questions, ce sera le moment, on va dire, de le faire. Donc encore tous nos remerciements à Marc pour être venu. C'est à peu près qu'il est en France ou... C'est à peu près qu'il est en France, c'était déjà venu. C'est la première fois pour parler de vous.